Dans cette vidéo, on replonge dans l'iceberg des bugs dans la matrice pour découvrir 10 nouvelles histoires aussi étranges qu'inquiétantes. Des récits inexplicables qui ont été partagés sur Reddit par des utilisateurs qui ont tous en commun une chose, aucun ne comprend ce qui lui est arrivé. Et on commence sans attendre avec une première histoire intitulée Weird Looking Men. Elle est partagée le 14 janvier 2012 par l'utilisateur EasyExe en réponse à un thread qui demandait « Reddit, racontez-moi vos histoires de bugs dans la matrice ». Voici ce que rapporte ce redditeur. « J'habite à Chicago. C'est une grande et belle ville et, assez ironiquement, c'est aussi celle du film Matrix. Un de mes passe-temps favoris est de marcher dans le centre-ville et de suivre des personnes au look étrange pour voir ce qu'elles font. Je crois qu'on appelle ça être un flâneur en français. J'ai vécu des choses vraiment étranges en suivant certaines personnes, des événements qu'on peut comparer à des bugs dans la matrice. Mais ma rencontre la plus étrange et la plus matrixienne remonte à il y a quelques étés. C'était un samedi et j'étais dans le centre avec un groupe qui s'entraînait au parcours. La séance touchait à sa fin, aux environs de 18 h, et tout le monde se préparait à rentrer chez soi. J'étais assis dans un grand arbre qu'on aimait escalader, et j'observais depuis là-haut un homme extrêmement étrange qui nous avait regardé littéralement toute la journée, depuis 10 h du matin. Je dirais qu'il avait la vingtaine, il était mince mais musclé et portait des lunettes de soleil, une chemise à manches courtes verte et rose fluo, ainsi qu'un short cargo. Il était resté assis là pendant 8 heures d'affilée sans bouger d'un pouce, si ce n'est peut-être quelques mouvements sur son siège quand il voyait quelque chose qui l'impressionnait. À ce moment de la journée, il ne restait que 4 personnes du groupe de parcours, un homme avec ses 2 amies femmes ainsi que moi-même. L'homme étrange s'est levé, s'est dirigé vers le groupe et leur a dit quelque chose. L'interaction avait l'air assez intense, les filles se sont redressées d'un coup tandis que le gars a levé les mains en l'air avant de les rabaisser dans un geste énervé. Mais je n'entendais rien car ils étaient trop loin. J'ai sauté de mon arbre en ratant complètement ma réception et je me suis dirigé vers le trio. Apparemment, l'homme était parti et je l'ai aperçu en train de descendre les escaliers vers Michigan Avenue, l'artère principale du centre-ville de Chicago. J'ai décidé de le suivre, mais je voulais d'abord m'assurer que ce n'était pas un fou. Lorsque je les ai rejointes, les 2 filles se tenaient toujours dans la même position, totalement silencieuses. J'aurais demandé ce qui s'était passé avec le type bizarre et le gars m'a répondu d'un ton offusqué « Mais quel type? Y a que moi et elle ici !» Et pendant un instant, son visage a pris un air tendu, comme s'il essayait de se rappeler de cet homme, comme s'il était censé s'en souvenir, mais son expression a disparu aussi vite qu'elle était apparue. Quand j'ai compris qu'il n'ajouterait rien sur le sujet, je me suis retourné et j'ai couru en direction de Michigan Avenue. J'ai regardé à gauche puis à droite, et impossible de repérer le type. Il s'était écoulé moins d'1 minute depuis qu'il était parti, et il avait déjà disparu. Étrangement, le trottoir était complètement désert. Il y avait un parc sur ma droite et le trafic des voitures sur ma gauche, mais aucun homme en vue. C'est alors qu'un cri a retenti dans mon dos. J'ai fait demi-tour et j'ai couru vers le parc, où j'ai trouvé les 2 filles penchées au-dessus du gars. Je les ai écartées et j'ai vu le gars affalé, complètement désorienté, qui bavait un mélange de sang et de salive. On aurait dit qu'il venait de se faire sévèrement tabasser et que les coups l'avaient mis KO. Pourtant, c'était un gars vraiment costaud, un des plus musclés que je connaisse. Il aurait facilement pu battre n'importe qui dans le parc et même 2 ou 3 personnes à la fois. Mais voilà, là il était complètement hors de combat. J'ai demandé aux filles si elles avaient vu ce qui s'était passé. Elles m'ont répondu qu'il se parlait à lui-même quand il était tombé. Je leur ai demandé à propos du type bizarre. Elles m'ont dit qu'elles ne se souvenaient pas d'un autre homme. Je leur ai demandé si elles se souvenaient que j'étais venu leur en parler et ça non plus, elles n'en avaient aucun souvenir. C'était vraiment super étrange. Peu de temps après, une ambulance est arrivée et a embarqué le gars sur une civière, pendant que j'essayais d'expliquer en détail ce qui s'était passé 10 minutes plus tôt. Mais aucune des 2 filles ne voulait croire ce que je leur disais à propos du type avec ses vêtements verts et rose fluo. En résumé, un type bizarre avec des lunettes de soleil a fait un lavage de cerveau à 2 filles et mis KO un type 2 fois plus grand que lui, juste avec des mots avant de se volatiliser. Et personne ne s'en souvient, sauf moi. Voilà une histoire que je noterai un beau bizarre sur 20. Comme le mentionne le redditeur en réponse à un commentaire, « Je regrette tous les jours de ne pas avoir suivi le type immédiatement. Cette histoire me perturbe encore aujourd'hui. J'y pense à chaque fois que je prends ma douche. » Et qui sait ce qu'il aurait découvert s'il avait pu le suivre? Peut-être qu'il l'aurait vu se volatiliser devant ses yeux. Ou peut-être que lui aussi aurait fini KO grâce à une combo de mots bien placée. Quoi qu'il en soit, on va maintenant s'intéresser à une anomalie bien plus discrète, mais tout aussi impossible. Celle d'un objet banal, un simple maillot de cycliste qui refuse de se plier aux règles les plus élémentaires de la réalité physique. Le 16 janvier 2012, l'utilisateur Your Bathroom débarque sur le subreddit Air Glitch in the Matrix avec ce message. On m'a dit que vous pourriez apprécier un glitch dont j'ai fait l'expérience il y a quelques mois.
Son message ne contient que 2 liens. Post original avec les updates et partage du post sur r/mat. Le premier mène à un post sur le sous-forum r/bicycling, un subreddit dédié au cyclisme. Dans ce post, Lopé partage une photo qui le montre avec un maillot à la main. Il l'a sorti du sèche-linge l'après-midi même en constatant que la bretelle gauche était tordue. Il explique : « J'ai tout essayé pour remettre la bretelle à l'endroit sans y parvenir. J'arrive seulement à faire empirer les choses. Ce n'est pas une blague, je n'arrive vraiment pas à défaire cette torsion et ça m'énerve à fond. Toute aide serait appréciée. Merci d'avance. » Alors tout cela ressemble à un problème des plus banals. Les réditeurs lui conseillent simplement de faire passer le maillot par l'un des 5 trous pour le remettre à l'endroit. Il suffit juste de trouver lequel. L'utilisateur BikeBike va jusqu'à reproduire le problème chez lui, avec un maillot qu'il a sous la main, et réalise une sorte de tutoriel pour Lopé, avec la méthode exacte pour redresser la bretelle. Mais ces conseils ne suffisent tout simplement pas. Lopé ajoute un edit à son message. « Merci pour toutes vos idées et suggestions, mais rien n'a marché jusqu'ici. Ma copine se fout de moi en me voyant me prendre la tête sur ce truc. Je ne comprends pas pourquoi c'est si compliqué et je me mets à sérieusement douter de mon intelligence. Je vais faire une pause quelques heures et je réessayerai plus tard. » Lorsqu'il revient, Lopé partage d'autres photos du maillot. Il poste même une vidéo sur YouTube où pendant 6 longues minutes, il tente en vain de remettre son maillot à l'endroit. Cette anomalie, extrêmement bizarre, va rapidement attirer l'attention au-delà du cercle des réditeurs qui s'intéressent au cyclisme. Car le problème semble en réalité relever d'une impossibilité mathématique. Tout comme les angles de la maison de la sorcière dans la nouvelle de Lovecraft, cette torsion ne devrait pas exister. Ou en tout cas, elle n'aurait pas dû se produire suite à un simple passage dans une machine à laver. Un réditeur va retoucher la photo pour mettre la chose en évidence. Sa conclusion est sans appel. L'ouverture du cou et celle du bras forment 2 cercles entrelacés, impossibles à séparer dans l'espace tridimensionnel sans déchirer le maillot puis le recoller. Lopé refuse cette explication. Je ne peux pas accepter l'idée que ce problème soit insoluble. C'est arrivé par hasard, il doit être possible de les démêler. Et puisque les discussions prennent une tournure mathématique, il décide de partager son problème sur le subreddit r/mat. Mais au final, les contributeurs de ce sous-forum ne vont faire que confirmer l'impossibilité de cette torsion. Alors bien sûr, certains soupçonnent Lopé de troller ou d'être victime d'une mauvaise blague. Mais lui n'en démord pas. Si quelqu'un avait voulu lui jouer un tour, il aurait fallu qu'il s'introduise chez lui, découse et recouse son maillot avant de le remettre dans la machine à laver et ressortir sans laisser aucune trace d'effraction. Ça ne tient tout simplement pas debout. Et pour tous ceux qui pensent que la torsion est impossible, il ne sait pas quoi dire si ce n'est qu'elle n'était pas là avant, sinon il l'aurait remarqué. La situation va tellement loin que Lopé finit par contacter un professeur d'université, afin d'obtenir son avis sur cette torsion énigmatique. Il contacte également le fabricant du maillot pour leur demander s'ils ont déjà rencontré ce genre de défaut avec leurs produits. Alors eux répondent que non, mais ils lui envoient quand même un autre maillot en remplacement. C'est celui qu'on peut voir sur cette photo à côté du cuissard à la bretelle tordue. Le plus fou dans cette histoire, c'est que personne ne parviendra à résoudre le mystère. Dans un edit, Lopé explique en effet : « J'ai bien eu une réponse du professeur, un expert en théorie des nœuds, et il est arrivé à la même conclusion que Reddit. En gros, cette torsion est impossible. Il m'a quand même demandé de lui envoyer toutes les photos pour pouvoir les utiliser dans ses cours. » Autrement dit, il y a peut-être un prof de fac aux États-Unis qui utilise le maillot de cyclisme de You/Your Bathroom comme exemple d'impossibilité mathématique ou peut-être de bug dans le moteur physique de la matrice. Et bizarrement, ce mystère non résolu va continuer de faire parler au fil des ans. Sur le thread original, Lopé a répondu à des commentaires postés en décembre 2024, après que son histoire ait buzzé sur Twitter. En réponse à l'un de ses messages, il dira : « Je n'ai jamais rien vécu de si étrange. Tu sais, quand les gens disent qu'ils ont vu un fantôme ou quelque chose de ce genre, je suppose que c'était ma propre version de ça. Juste, pour moi, c'était un maillot multidimensionnel. Je ne sais pas quoi dire d'autre. » Ce qui est plus intriguant encore, c'est que Lopé ne semble pas être le seul à avoir connu une telle situation. Sur Reddit et YouTube, on trouve des personnes qui partagent des témoignages similaires. Il y a par exemple celui-ci, posté sous la 2e vidéo de Lopé. « Mon père a le même problème avec son maillot. Il l'a sorti de la machine à laver et il était tordu. On a tout essayé pour le remettre à l'endroit, mais c'est comme si des petits lutins de la machine à laver l'avaient décousu puis recousu à l'envers, ou quelque chose du genre. » Alors, existe-t-il un certain modèle de machine à laver capable de faire vriller la réalité elle-même ? Ou bien la bretelle de ce maillot a-t-elle été victime d'un bug, un réencodage inversé qui s'est immiscé entre 2 instantanés de la simulation ? C'est l'hypothèse fantastique digne de la 4e dimension. Ou peut-être encore que ce sont les mathématiciens qui se trompent et qu'il existe bel et bien une manière de démêler cette torsion. Si vous êtes friand de ce genre de mystère, l'énigme reste ouverte. Et sur ce, on passe à l'histoire suivante.
celle d'un flic en intervention qui va vivre le long d'une route de campagne l'expérience la plus inexplicable de toute son existence. Elle est partagée le 21 août 2016 par le redditeur Pimp Nokio sous le titre « Un glitch bizarre qui m'est arrivé quand j'étais flic ». En novembre 2012, j'étais en patrouille routière lorsqu'une Dodge Challenger SRT8 m'a dépassé à toute allure sur l'autoroute, roulant à 160 km/h dans une zone limitée à 90. J'ai fait demi-tour et je l'ai prise en chasse. La Challenger me distançait facilement avec des pointes à 210 km/h. À un moment, la voiture a emprunté une route de 6 km environ, vallonnée, qui se termine par une intersection en T. Je l'avais presque perdue de vue, mais j'ai aperçu ses feux arrière juste à temps pour l'avoir tournée vers l'est de l'intersection. Dans un commentaire, le redditeur va montrer une image de l'endroit exact dont il s'agit. C'est cette intersection ici. Il précise aussi au passage qu'à ce moment-là de sa course-poursuite, il rencontre un problème majeur. Ses plaquettes de frein sont en train de surchauffer. La route est en effet parsemée de collines, de virages, et la course-poursuite l'a fait user de ses freins à grande vitesse. Il explique qu'il a même grillé 2 stops car il est incapable de s'arrêter. Bref, voici la suite de son post. C'est là que les choses deviennent étranges. Je me souviens d'approcher le carrefour en T en essayant de ralentir. À environ 180 mètres de l'intersection, j'ai jeté un coup d'œil à mon compteur et j'ai réalisé que j'allais beaucoup trop vite pour réussir à tourner, environ 150 à 160 km/h. Je me souviens avoir freiné aussi fort que possible tout en voyant le talus de terre s'approcher. Je me souviens avoir fermé les yeux et demandé à Dieu de veiller sur mes enfants, car je savais que j'avais commis une erreur fatale et que j'étais un homme mort. Mais rien ne s'est passé. Pas de choc violent, pas de crissement de pneus, pas d'éclat de pare-brise, pas d'airbag ni rien de ce genre. J'ai ouvert les yeux et je roulais vers l'est à 80 km/h. Ça me rend encore fou aujourd'hui de ne pas comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que je suis mort et que tout depuis n'est qu'un rêve? Est-ce que l'univers est intervenu pour me sauver? J'aimerais avoir les réponses. Le chauffard a même été arrêté par la suite grâce à un collègue qui avait placé des herses quelques kilomètres plus loin. D'après la dashcam sur sa voiture de patrouille, j'étais environ 35 secondes derrière la Challenger. Est-ce que vous avez des idées pour expliquer tout ça autrement que par une intervention divine? Et en effet, comment expliquer ce qui s'est passé? L'OP se précipite vers le talus, ferme les yeux en se disant que sa dernière heure a sonné, et quand il les rouvre, il est sur la route en train de conduire normalement, comme s'il avait pris le virage sans aucun souci. Plusieurs redditeurs avancent des explications rationnelles, qui suggèrent que lorsque le cerveau est en état de choc, sous l'effet de l'adrénaline, il peut bloquer les souvenirs et reconstruire la séquence depuis la fin. Mais l'explication la plus populaire dans les commentaires s'appuie sur une autre théorie, celle de l'immortalité quantique. u/Orion004 demande ainsi à l'OP. Je sais pas si t'as fait une recherche sur le subreddit. Essaye avec les termes immortalité quantique et accident, et tu verras qu'il y a beaucoup de témoignages exactement comme le tien. D'après ce que j'ai lu, il semble que quand on meurt dans une dimension, on bascule vers une dimension parallèle similaire. Et la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte. Donc ma théorie, c'est que tu es peut-être mort dans un univers et que tu as glissé vers un autre. Et assurément, il existe des tas d'histoires similaires qu'on peut trouver sur Reddit, mais pas seulement. Je sais que vous avez été plusieurs à partager des histoires du même type dans les commentaires de précédentes vidéos. Et les accidents de voiture évités de manière incompréhensible sont probablement celles qui sont revenues le plus souvent. D'ailleurs, si vous avez des histoires que vous voulez m'envoyer, vous pouvez le faire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. J'aimerais vous faire un jour un épisode spécial abonné avec vos propres histoires de glitch ou d'événements inexplicables. En attendant, on passe à l'histoire suivante, dans laquelle une redditrice décrit une expérience terrifiante, où les aspects les plus banals du quotidien se teintent d'une étrangeté indélébile. Elle est postée le 9 février 2020 par l'utilisatrice PMMe Birthday Dogs dans un post au titre alarmiste. « Ma vie entière a changé et personne ne me croit ». Elle explique que le mercredi précédent, soit 4 jours auparavant, elle est partie travailler comme elle le fait tous les matins. Et sur le chemin du travail, elle s'est arrêtée à sa station-service habituelle. J'y vais tous les jours, 5 fois par semaine. Et là j'entre et tout est différent. Toutes les machines à boissons ont été remplacées et l'espace restauration a été complètement rénové. Rien de tout cela n'était là le mardi matin, et je n'arrivais pas à croire qu'ils aient pu refaire toute une station-service en une nuit. Ensuite, je sors et je vois que les pompes à essence ont complètement disparu, et qu'à la place, il y a des sacs de paillis qui occupent tout l'espace. Rien de tout cela n'était là la veille. Je reprends le volant pour me rendre au travail, et d'une manière ou d'une autre, je tourne dans la mauvaise rue et me perds. Ça fait des mois que je conduis dans ces quartiers, et soudain, je n'arrive plus à retrouver le chemin du travail. J'arrive au boulot quelques minutes plus tard, et je me mets à paniquer. Je sais que c'est idiot, mais j'ai toujours eu peur de changer de ligne temporelle ou de dimension. Mon fiancé et moi, on a d'ailleurs un mot de passe dimensionnel pour qu'on sache qu'on est ensemble dans la même réalité. Je l'appelle et il n'a aucune idée de quoi je parle. Pourtant, on en avait justement parlé fin janvier, et c'est un truc qu'on avait établi depuis un moment.
Il m'était déjà arrivé de le réveiller en pleine nuit suite à un cauchemar et il savait exactement de quoi je parlais. Mais désormais, il n'a aucune idée de ce dont il s'agit. Puis les filles commencent à descendre, je travaille dans un foyer d'accueil pour personnes souffrant d'addiction, et l'une d'elles ne cesse de répéter à quel point elle est perdue et que rien n'a de sens aujourd'hui. Plus tard dans la journée, une autre n'arrêtait pas de dire qu'elle avait envie de pleurer sans savoir pourquoi. Puis, en faisant des courses, j'emprunte la même rue que d'habitude et découvre que 4 maisons ont soudain disparu et qu'un bosquet d'arbres a été planté. Je ne les avais jamais vus auparavant et j'ai commencé à vraiment paniquer. Ils sont plantés à côté d'un bâtiment dont ma famille est propriétaire depuis 20 ans. Je connais chaque recoin de ce quartier. La goutte d'eau a été d'appeler ma mère. Elle m'a dit que ma sœur sortait ce soir avec son amie Jenna, que je connais depuis 2003. Je demande alors combien de temps il reste avant que Jenna n'accouche. Ma mère se tait et me demande de quoi je parle. Selon elle, Jenna n'a jamais été enceinte. Je vérifie en ligne et ne trouve rien du tout. J'ai posé la question à ma sœur il y a une demi-heure à peine et elle m'a ri au nez en me disant que Jenna était stérile et qu'elle n'aurait jamais d'enfant. Je me souviens pourtant parfaitement du jour où ma sœur m'a annoncé sa grossesse. Elle m'avait demandé de deviner qui et Jenna était ma 3e réponse. Mais qu'est-ce qui est en train d'arriver à ma vie ? Il faut reconnaître que tous ces changements sont extrêmement étranges, comme si la réditrice avait bel et bien changé d'univers. C'est d'ailleurs l'explication qui va revenir dans les top commentaires sous son post. Garo-sama note au passage. Sans vouloir te manquer de respect, je trouve ça plus que curieux que ce genre de choses arrive à quelqu'un qui justement avait établi un mot de passe dimensionnel. Après tout, la matrice n'est pas stupide, n'est-ce pas ? Stupid Dumb by Ed rajoute. Maintenant je suis partagé, je voulais justement établir un mot de passe dimensionnel, mais je n'ai pas envie que ce soit précisément ce qui déclenche un bug. Merci. Pour un autre réditeur, le fait que l'OP ait été jusqu'à établir un mot de passe dimensionnel indique qu'elle avait vraiment envie de percevoir une réalité différente. Et puis il y a Bitflow7 qui suggère qu'elle a peut-être appris les mouvements qui permettent de changer de dimension dans la série The OA. Et si vous ne connaissez pas cette série, je vous la recommande chaudement, avec un petit pincement au cœur cela dit, car elle a été annulée par Netflix au bout de la 2e saison. Et si vous l'avez vue, vous savez qu'elle se termine sur le cliffhanger le plus frustrant de toute l'histoire de la télévision. L'OP reçoit d'autres messages, notamment de soutien et de gens qui disent qu'ils la croient. Ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la nature de ces faux souvenirs, la réditrice n'a pas créé son compte uniquement pour raconter cette histoire. Son profil compte de nombreux autres posts sur des sujets complètement différents, et surtout des sujets complètement ordinaires, à propos de ses chiens, de problèmes de santé, etc. Cela contraste fortement avec les profils jetables, qui viennent raconter une histoire complètement dingue et qui ensuite disparaissent à jamais. Bref, l'OP va faire une mise à jour de son post où elle explique qu'elle ne souffre pas de troubles psychotiques, ni de signes d'Alzheimer, et surtout qu'elle n'est pas victime d'un empoisonnement au monoxyde de carbone. Une des hypothèses favorites de Reddit pour expliquer les histoires où l'OP est témoin de choses étranges. Au passage, elle précise qu'elle avait créé son mot de passe dimensionnel avec son fiancé comme une blague plus qu'autre chose, après qu'ils aient entendu parler de l'effet Mandela qui touche à l'orthographe des ours Bernstein. Quelques jours plus tard, le 25 février 2020, elle poste également un nouveau message, une mise à jour qui ne fait qu'épaissir le mystère. Elle y explique que Jenna, l'amie de sa sœur qu'elle croyait enceinte, a appelé sa sœur en pleurs il y a quelques jours en disant qu'elle avait trouvé des textos adressés à sa sœur à propos d'événements dont elle ne se souvient pas. L'OP précise. Il y a des messages d'autres personnes aussi. Ma sœur dit que Jenna doit avoir une sorte de problème mental et elle l'a convaincue d'aller consulter un docteur. J'attends les résultats, mais je suis terrifié à l'idée que Jenna ait, en même temps que moi, des problèmes de mémoire. De toute évidence, elle ne vient pas de ma propre timeline puisqu'elle n'est pas enceinte, mais je pense qu'elle a peut-être changé de dimension elle aussi. PMMe Birthday Dogs partagera des photos des lieux qui ont changé, discutant avec les autres réditeurs de ces modifications étranges. Et puis, elle finira par passer à autre chose. Par s'adapter à cette nouvelle vie, à ce nouvel univers qui, peut-être, n'est pas celui dont elle provient. Alors, si on part du principe que cette réditrice est de bonne foi et qu'elle conserve réellement des souvenirs d'une réalité différente, quelles explications peut-on y apporter ? Un problème de mémoire, bien sûr, c'est le plus logique, puisque les autres explications sont littéralement de nature fantastique. Mais si nous évoluons réellement dans une simulation informatique, alors ces souvenirs erronés pourraient être le signe qu'une infinité de versions du même programme tournent en parallèle. C'est une idée que propose Rizwan Virk dans son livre The Simulated Universe, notamment pour concilier l'hypothèse de la simulation et la théorie des mondes multiples d'Everett. Bref, peut-être que le code de l'OP a connu une petite erreur lors d'une mise à jour qui lui a permis de conserver les souvenirs d'une ancienne version de l'univers. Ou, comme le disait l'écrivain de science-fiction Philip K. Dick, nous vivons dans une réalité programmée par ordinateur, et le seul indice que nous en ayons, c'est lorsqu'une variable est modifiée et qu'une altération de la réalité se produit. Bureau d'ajustement des anomalies dans la simulation, j'écoute. Allô, oui,
ici l'équipe de 148B. On est en intervention, gros bug dans la simulation au niveau du secteur Delta 14. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Simone T, 54 ans, elle a commencé à bugger dans la salle d'attente du Dr Kertz. Symptômes? Visage qui pixelise, voix distordue, gestes saccadés, la totale. Les autres patients ont cru qu'elle était possédée. Ok, vous avez lancé un correctif? Ouais chef, tout est réglé grâce à Odoo, une suite d'applications couvrant tous les besoins d'une activité centralisée sur une seule et même plateforme. Avec l'application Service sur site, on a déployé l'équipe en 2 minutes chrono. La tâche a été créée et assignée à l'équipe et grâce à la vue map, elle savait déjà exactement où aller. Très bien, j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Et bien entendu, le suivi des heures de chaque agent a été enregistré dans l'app feuille de temps. Et la facturation? Traité avec l'application Facturation, chef. La charge a été imputée aux ingénieurs de la matrice, imprimée et envoyée en un clic par la poste. On aurait pu le faire par mail, mais bon, vous savez qu'ils aiment faire ça à l'ancienne là-haut. Ok, nickel tout ça. Et le stock de PNJ? On a utilisé l'app Inventaire. Un petit scan de code barre et les stocks ont été mis à jour automatiquement. Remplacement instantané de Simone par un modèle 24C Premium. Le rendu émotionnel est même meilleur que l'original. Superbe. Et la mémoire des témoins? Nettoyée. Et j'ai enregistré le rapport d'incident avec Odoo Document. Je viens de vous l'envoyer pour signature, chef. Parfait. Odoo, c'est vraiment notre cheat code pour être productif et efficace. Et vous savez le meilleur, chef, c'est qu'avec Odoo, vous avez accès à l'ensemble des applications à partir de 19,90 € par mois. Ils sont forts chez Odoo. Très fort. Allez Smithy, bon travail, je vous laisse retourner corriger la réalité. Vous savez que les bugs, ce n'est pas ça qui manque. Pour découvrir Odoo et gérer votre activité comme un pro, suivez le lien dans la description et le commentaire épinglé. Et sur ce, on quitte le bureau d'ajustement des anomalies dans la simulation pour découvrir la prochaine histoire, très courte et qui s'intitule Friend Died. Dans ce post daté du 26 janvier 2024, le redditeur Dreens partage une expérience perturbante. Mon ami est mort en 2003, mais maintenant il est vivant. Il explique qu'en 2003, il a appris qu'un de ses amis du lycée était mort. Une amie de sa copine me l'a appris, il est juste mort dans son sommeil à l'âge de 23 ans. J'ai demandé si des substances étaient impliquées, mais elle m'a répondu que non. Elle était vraiment triste car les deux venaient tout juste de se fiancer. Je me suis dit qu'il fallait que j'envoie mes condoléances, mais je ne l'ai jamais fait. Je me souviens en avoir parlé à un ami commun quelques années plus tard, et j'ai eu le sentiment que c'était toujours un sujet très sensible. Il y a environ 2 ans, j'ai reçu une demande d'amis sur Facebook de la part de ce gars. Je pensais qu'il s'agissait d'un faux compte, alors je l'ai ignoré. Et aujourd'hui, j'ai appris qu'il était vivant. Il s'est marié avec sa fiancée, la même à côté de qui il était mort dans son sommeil. L'ami en commun à qui j'en avais parlé pense maintenant que je suis fou. Je lui ai juste demandé s'il se souvenait de la conversation qu'on avait eue à propos de sa mort. Et ce qui est le plus étrange dans ce post, c'est le nombre de commentaires avec des histoires similaires, qui rapportent des témoignages où des personnes censées être mortes réapparaissent tout à coup comme si elles n'étaient jamais parties. Pour l'un, c'est un collègue de travail, pour l'autre, un client. Un redditeur partage même son expérience à propos de personnes qui se souviennent de sa mort à lui, alors qu'il était soldat dans l'armée. Dans un autre post, c'est une cousine qui revient lors d'un repas de famille alors que l'OP était absolument convaincue qu'elle était morte 1 an plus tôt. Bref, ce phénomène vous rappelle peut-être celui de l'effet Mandela. Ce fameux effet part du faux souvenir selon lequel l'homme politique sud-africain Nelson Mandela serait mort en prison dans les années 1980, alors qu'en réalité, il est mort bien plus tard, en 2013, après avoir été président de son pays. Pour ceux qui croient à une explication paranormale, c'est la réalité elle-même qui aurait changé de manière rétroactive. Selon ces adeptes, les perturbations du tissu même de la réalité trouveraient leur origine dans d'hypothétiques trous noirs créés au CERN ou encore dans des mises à jour imparfaites de la simulation. Si ce sujet particulièrement barré vous intéresse, je vous renvoie à ma vidéo sur le thème. Et sur ce, on passe à l'histoire suivante, qui raconte une vision étrange et inexplicable dont aurait été témoin un jeune couple dans les années 1940. Elle est partagée le 9 juillet 2016 par l'utilisatrice Léa Pett dans un message qui porte ce titre. Mes grands-parents ont fait l'expérience d'un glitch temporel à la fin des années 40. La réditrice explique que ses grands-parents sont morts depuis plusieurs années, mais qu'une des histoires qu'ils lui ont racontées est toujours restée très vive dans sa mémoire. Elle se déroule lorsque ses grands-parents traversaient la Pennsylvanie en voiture pour se rendre sur la ferme de l'oncle de son grand-père, un endroit auquel il était très attaché car il y avait passé tous les étés de son enfance. Cela faisait 25 ans qu'il n'y était pas retourné et il tenait également à présenter son épouse à sa famille. Voici ce que raconte l'OP. Alors qu'ils approchaient de la ferme, mon grand-père s'est mis à raconter à ma grand-mère l'existence d'un petit bourg sur la route menant à la ferme. Peu après, ils y arrivèrent. Mon grand-père fut stupéfait de constater que rien n'avait changé. En atteignant la sortie de la ville, ils virent un hôtel en flammes. La route était bloquée par des pompiers utilisant une antique pompe à incendie tirée par des chevaux avec une citerne d'eau.
Trouvant la scène étrange, ils mirent cela sur le compte de la ruralité de la Pennsylvanie. Et finalement, le chariot se déplaça et ils purent reprendre leur route. À leur arrivée à la ferme, après avoir salué l'oncle et les cousins de mon grand-père, ils leur racontèrent ce qu'ils avaient vu avec l'incendie de l'hôtel. Mon grand-père suggéra même de se rendre sur place pour aider, mais ses cousins semblèrent troublés. C'est alors que l'un d'eux expliqua qu'il n'y avait plus de ville, du moins plus depuis longtemps. Environ 20 ans plus tôt, l'hôtel avait brûlé et le feu s'était propagé à la plupart des commerces de la rue principale. Après avoir perdu leur commerce, les habitants avaient quitté la ville, et en réalité, son oncle et ses cousins étaient les derniers à vivre dans les environs. Mes grands-parents n'en revenaient pas, ils venaient tout juste de voir la ville, l'incendie, ils avaient même senti la fumée. Avec quelques cousins, ils remontèrent en voiture et retournèrent sur leurs pas, par la même route qu'ils avaient prise en venant. La ville avait totalement disparu et seules subsistaient les carcasses calcinées de quelques bâtiments. Dans une mise à jour de son poste, Lopé précise « Après avoir publié ce récit, j'ai appelé ma mère qui se souvient aussi de cette histoire. Elle dit que les événements se sont déroulés après 1942, donc pas nécessairement à la fin de la décennie. Elle a confirmé que cela faisait bien 20 à 25 ans que mon grand-père n'y était pas allé, avant ses études de chimiste et son second mariage. » Par ailleurs, en se basant sur les descriptions de Lopé, un réditeur a retrouvé l'histoire d'un petit bourg qui pourrait correspondre, celui de Cherry Hill et de son hôtel qui a brûlé en 1918, soit environ 25 ans avant 1942. Et, petit ajout de dernière minute, en faisant le montage de ce segment, Robin est tombé sur un article qui mentionne cet hôtel et qui approfondit encore le mystère qui l'entoure. Cet article explique que des souterrains, dont l'accès a été bloqué, partiraient d'en dessous du Cherry Hill Hotel pour aller on ne sait où. Un barman et sa femme affirmaient également à l'époque que le restaurant de l'hôtel était hanté et qu'ils y avaient vu des ombres. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce que vous croyez aux fantômes et aux maisons, ou plutôt aux hôtels hantés? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. On va maintenant se pencher sur une histoire de coup de téléphone aussi stupéfiante qu'incroyable. Elle est partagée le 27 juin 2013 par le réditeur Crowhorse. Mais elle s'est déroulée, dit-il, à l'orée du nouveau millénaire, dans les tout premiers jours de l'année 2000. À l'époque, Lopé travaillait comme gardien dans un centre de détention pour mineurs, situé dans une petite ville d'Oklahoma. Il faisait des horaires de nuit et commençait son service à 21 h. Sauf que cette nuit-là, plusieurs événements étranges viennent perturber le cours normal des événements. Lorsqu'il arrive au centre, son superviseur lui jette un regard confus en lui demandant ce qu'il fait là. Lopé lui répond qu'il est de service et qu'il vient juste travailler. Mais son superviseur lui répond « On m'a dit que tu avais appelé un peu plus tôt pour dire que t'étais malade. » Lopé ne comprend pas et lui dit qu'ils ont dû le confondre avec quelqu'un d'autre. Toute l'équipe finit par arriver et Lopé entre dans la salle de contrôle, où il a l'habitude de travailler. Il explique. La salle de contrôle est le centre de la prison qui gère directement les caméras, les portes, les téléphones et tout le reste. Après avoir pris le relais du gardien qui était de service et m'être installé pour la nuit, j'ai regardé le message qui disait que j'avais appelé. Il indiquait que j'avais téléphoné à 18h50 et que j'avais attrapé froid en rangeant dehors après la tempête. Il y avait eu une tempête la nuit précédente assez forte, mais pas au point de devoir sortir pour nettoyer. C'était vraiment bizarre. Mon superviseur est entré dans la salle à ce moment-là. C'était aussi un ami en dehors du travail et on a commencé à discuter de cela et à quel point c'était étrange. J'ai décidé d'appeler ma femme à la maison pour lui en parler tandis qu'il était toujours assis à côté de moi. J'ai pris le téléphone et composé le numéro. Après 2 sonneries, un homme a décroché et a dit d'une voix rauque « Allô ?» Pendant quelques secondes, je n'ai pas su quoi dire. J'ai regardé le téléphone pour être sûr d'avoir composé le bon numéro, ce qui était le cas. Après quelques instants, la personne a dit « Allô ?» à nouveau avec la même voix rocailleuse. J'ai répondu « Allô, qui est à l'appareil ?»« C'est Taylor, qui êtes-vous » Ma tête a commencé à tourner, car Taylor c'est également mon nom. J'ai presque crié « Où est Anne ?»« Anne et Tolly, qui est à l'appareil ?» J'ai lâché le téléphone et dit à mon supérieur que je devais partir, qu'il fallait que je rentre à la maison et je me suis précipité vers la porte. J'ai entendu Dave derrière moi qui prenait le combiné en disant « Allô ?» suivi d'un « C'est quoi ce bordel ?» quelques instants plus tard. J'ai couru jusqu'à ma voiture et foncé jusque chez moi, l'esprit complètement affolé. J'ai limite enfoncé la porte d'entrée pour trouver ma femme assise tranquillement devant la télé et complètement surprise de me voir débarquer à la maison. Je lui ai demandé qui était là et elle m'a répondu « Personne ». Après avoir longuement parlé avec elle, j'ai voulu appeler la prison pour leur dire ce qui se passait, mais la ligne était morte. Je suis retourné au travail et j'ai trouvé Dave qui m'a demandé, agité, « Mais comment tu fais ça ?» Et là, il m'a raconté que quand je suis parti, il a pris le téléphone et la personne à l'autre bout du fil avait la même voix que moi. Ça lui a foutu les jetons et il a raccroché. 1 minute plus tard, alors qu'il me voyait prendre ma voiture sur le parking, je l'ai rappelé de chez moi en demandant ce qui se passait. Dave a dit que j'avais l'air un peu irrité en lui disant que j'étais malade et pas d'humeur à faire des blagues avant de raccrocher. Après cela, Lopé a dû convaincre son supérieur qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait et que ce n'était pas lui qui lui jouait des tours.
Ils ont donc fini par reprendre le travail sans obtenir de réponse sur ces événements extrêmement bizarres. Un peu plus tard, précise Lopé, il a découvert que suite à la tempête de la veille, les lignes téléphoniques de son quartier avaient été coupées. Et il conclut « Tout ceci est absolument la chose la plus étrange qui me soit jamais arrivée ». Dans les commentaires, certains réditeurs vont proposer des explications qui vont tout à fait dans le mood du subreddit. Ma favorite est celle-ci. Dans une réalité, Lopé a découvert que la ligne de son quartier avait été coupée, et il est sorti pour la réparer. Mais dans notre réalité, Lopé ne s'en est même pas rendu compte, et il n'est donc pas sorti ni tombé malade. Et au moment où il a décidé d'appeler chez lui, le réseau téléphonique s'est connecté au téléphone qui marchait, celui de la réalité parallèle, où il est tombé sur son alter ego avec sa voix enrouée. C'est une histoire digne de la 4e dimension. La suivante n'est pas en reste, cela dit. Elle relate une rencontre inquiétante faite dans un lieu qui ne l'est pas moins, le métro et ses souterrains, où les jeux d'ombre et de lumière révèlent parfois des réalités que l'on préférerait garder cachées. Elle est postée le 29 janvier 2018 par l'utilisatrice Morphogenic Field sous le titre « Qui ou quoi se trouvait avec moi dans le métro ?» L'histoire s'est déroulée en 2013. Lopé rejoignait son mari pour dîner aux alentours de 17h. La rame de métro était relativement bondée avec la plupart des places assises qui étaient occupées. Lopé avait ses écouteurs sur les oreilles comme à son habitude. Et alors qu'elle avait le regard dans le vide, quelque chose a attiré son attention, dans le reflet de la vitre à côté de laquelle elle était assise. Voici ce qu'elle explique. Un peu plus loin dans le wagon, il y avait ce type, un type vraiment chelou. Il devait avoir la trentaine bien tassée ou 40 ans, et avait des cheveux blonds sales coiffés dans un style vaguement punk. Il me rappelait un peu le gars du groupe The Unfort. Pour info, le gars en question, qui fait partie d'un groupe de hip-hop, ressemble à ça. Voilà, ça vous donne une idée. Elle poursuit. Il portait des fringues plutôt ordinaires, un pantalon vert foncé, des sortes de bottes de chantier, un t-shirt blanc et il avait un sac à dos posé sur les genoux. Il portait de gros écouteurs et semblait à fond dans la musique. Il secouait la tête et regardait partout autour de lui dans le wagon avec un regard difficile à décrire, à la fois joyeux et suffisant. Bon, j'habite dans une grande ville et croiser des junkies et drogués n'est pas inhabituel. Je me suis simplement dit qu'il devait être sous l'influence d'un produit. Je lui ai jeté un coup d'œil et il m'a fait un signe de tête avec un sourire malveillant. C'est là que ça a commencé. Il a continué à hocher la tête en me dévisageant. Et il faisait ce truc où il secouait la tête violemment plusieurs fois d'affilée en riant, puis il s'arrêtait d'un coup avec un grand sourire super creepy. Après quelques minutes de ce manège, je songeais à descendre à un arrêt pour changer de wagon. Il agissait de manière tellement grotesque et exagérée que j'avais du mal à croire que les autres personnes dans la voiture arrivent à l'ignorer. Je gardais un œil sur ce taré dans le reflet de la fenêtre car je ne voulais pas risquer qu'il me voie en train de le regarder directement. J'avais peur que ça ne fasse qu'aggraver les choses. Et lui, il continuait avec ses rires, ses hochements de tête et ses regards maniaques dans ma direction. Il m'a même pointé du doigt plusieurs fois. J'avais le sentiment très clair qu'il savait que je regardais son reflet, mais je ne voulais pas le perdre de vue. La réditrice explique qu'elle avait l'estomac noué à cause de ce type. Un sentiment de danger émanait de lui au point qu'elle a même fini par se dire « Eh ben, je suppose que c'est comme ça que je vais mourir ». Puis enfin son arrêt est arrivé et tandis qu'elle se levait, elle a osé jeter un coup d'œil dans la direction du type. Et c'est là que l'inexplicable se produit. Un type tout à fait normal, d'environ 55-60 ans, était assis sur son siège. Il portait le même pantalon vert, le même t-shirt blanc, il avait le même sac à dos posé sur les genoux. C'était juste un ouvrier tout à fait moyen, environ 20 ans plus vieux, et avec des cheveux beaucoup plus courts et grisonnants. Il s'était passé seulement 15 secondes entre le moment où j'ai vu le type bizarre dans le reflet et celui où j'ai constaté qu'il s'agissait d'un gars complètement différent et pas fou du tout à sa place. Je ne vais pas mentir, la première chose que j'ai faite en descendant du métro, ça a été d'éclater en sanglots et d'appeler mon mari pour lui dire que je devais annuler le dîner et rentrer à la maison parce que j'étais en train de perdre la tête et d'halluciner un fantôme de drogué dans le métro. C'est là que j'ai vraiment réalisé que personne d'autre dans le train ne réagissait face à son comportement ultra étrange. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi la fille à côté de lui n'appuyait pas sur le bouton de sécurité. Mais je l'ai regardé tout du long, je sais qu'il était là. J'étais terrifié par sa présence. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je sais que c'est arrivé. Lopé explique ensuite qu'elle a toujours été intéressée par le paranormal, mais qu'elle n'avait jamais rien vécu de ce genre. En revanche, elle note qu'à l'époque, elle et son mari faisaient l'expérience de choses assez étranges dans leur appartement. Des objets disparaissaient et réapparaissaient à des endroits étranges, ou encore ils avaient le sentiment de ne pas être seuls. Et elle se demande si cela pourrait être lié, d'une manière ou d'une autre, à ce qu'elle a vécu dans le métro. Dans les commentaires, les réditeurs vont lui proposer une flopée de pistes. Pour certains, elle a peut-être aperçu la personnalité cachée de cet homme, ou bien elle a vu ce à quoi il ressemblait quelques décennies plus tôt. Le reflet dans la glace aurait été à l'origine d'une forme de glitch qui lui aurait permis d'apercevoir la version passée de cet homme. Pour d'autres, il s'agit ni plus ni moins d'un démon qui se jouait de Lopé et s'amusait à la faire flipper.
D'après plusieurs réditeurs, les phénomènes paranormaux dont elle faisait l'expérience chez elle seraient liés à la même entité maléfique. Enfin, il y a ceux pour qui ça évoque l'histoire de Jimmy C. Demon, que je vous ai raconté dans la partie 1 de l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants. Un homme au comportement et à l'apparence diabolique. De mon côté, la description que donne Lopé de cet étrange inconnu me fait penser à Trickster, l'entité maléfique du film Brainscan. Un personnage vraiment ultra creepy, mais un film plutôt sympa. Parfait à se mater en plein cœur de la nuit, si vous voulez une petite recommandation spéciale horreur. L'histoire suivante va nous parler d'une apparition encore plus terrifiante, car elle prend les formes d'un être cher et nous interroge sur ce qui peut se cacher derrière les traits d'un visage familier. Elle est postée le 12 mai 2024 par l'utilisateur AbleResist2226 qui explique que ce qu'il s'apprête à raconter le hante depuis de nombreuses années. Cela s'est passé un jour où j'étais chez mes grands-parents où je séjournais souvent durant l'été. Je jouais dans le salon quand ma grand-mère m'a annoncé qu'elle et mon grand-père partaient faire des courses et qu'ils reviendraient rapidement. Je la revois parfaitement en train de me dire ça et je me souviens même de la veste qu'elle portait en sortant. Je les ai ensuite regardés sortir de la maison par le garage et j'ai entendu la porte de celui-ci se refermer derrière eux. Après leur départ, je suis retourné trier mes cartes Pokémon pendant un petit moment. Au bout d'un peu de temps, j'ai commencé à m'ennuyer et j'ai décidé de monter à l'étage pour essayer de trouver quelque chose à faire. C'est là que les choses deviennent étranges. J'entre dans la chambre de mes grands-parents et je ressens instantanément un choc avec les poils de mes bras qui se hérissent. Dans la salle de bain, ma grand-mère se regarde dans le miroir tandis qu'elle met du maquillage. Je lui dis quelque chose du genre « Ah, je croyais que vous étiez déjà parti pour le magasin ». Ma grand-mère tourne alors le visage vers moi et elle me fixe pendant environ 5 secondes sans rien dire. Et ensuite elle se retourne vers le miroir pour continuer à se maquiller. J'étais choqué et perturbé et je me souviens avoir ressenti un profond sentiment de malaise car je pensais qu'elle était déjà partie de la maison. Je n'arrivais pas à comprendre la situation. Je quitte la chambre mal à l'aise en trouvant son silence très étrange. Je redescends les escaliers pour continuer à jouer dans le salon avec la chair de poule. Je surveillais le moment où ma grand-mère allait descendre pour enfin partir faire les courses. Au bout d'un petit moment, ma grand-mère est rentrée du magasin. J'étais complètement choqué et abasourdi par ce qui venait de se passer. Je me demandais comment diable j'avais pu voir ma grand-mère en train de se maquiller devant son miroir alors que j'étais seul dans la maison. Le réditeur n'a pas d'explication, mais il évoque le terme de mimique, un mot qu'on peut traduire par double, sosie ou encore imitateur, comme si la personne qu'il avait vue à l'étage n'était qu'une copie de sa grand-mère, incapable de parler et qui surtout n'a d'humain que l'apparence. L'histoire suivante a quelque chose d'inhumain, elle aussi, et c'est certainement l'une des plus terrifiantes que j'ai eu l'occasion de lire sur r/Glitch in the Matrix. Elle est partagée le 12 novembre 2014 par l'utilisatrice PurpleKitten44 sous un titre énigmatique. Je suppose que nous n'aurons pas de gâteau. Avant d'entrer dans les détails de son histoire, la réditrice précise que ni elle ni son mari n'ont de problème d'ordre psychologique et qu'ils n'abusent ni de drogue ni d'alcool. Elle affirme qu'elle n'a jamais raconté cette histoire à leurs proches de peur de ce qu'ils penseraient d'eux. Voici ce qu'elle explique. C'est arrivé il y a environ 8 mois. Nous vivions dans un petit appartement avec nos 2 enfants et notre chienne, le temps d'économiser pour acheter une maison. C'était un lundi soir tout à fait normal et il était aux environs de 19h. On venait de finir de dîner, mon mari surfait sur internet et je me relaxais sur le canapé. Je lisais le dos d'un paquet de préparation pour gâteau en me demandant si j'aurais le temps de le cuire, de le laisser refroidir, de le glacer et de le manger avant d'aller me coucher. Mon mari regardait une vidéo sur le web et il a fait une remarque amusante à ce sujet. Nous avons tous les deux ri et bam, je me réveille face contre mon lit. Mon réveil indiquait 8h pile. Mon alarme n'avait pas sonné. J'étais super confuse et sentais une forte odeur de noix de coco. Je me suis assise et j'ai regardé mon mari qui venait lui aussi de se réveiller. Il m'a regardé d'un air vraiment perplexe et on a tous les deux sauté du lit pour courir dans la chambre des enfants. Ils étaient tous les deux endormis. On est allé dans le salon et à l'instant où notre chienne nous a vus, elle s'est mise à gémir et à ramper vers nous un peu comme un soldat. C'était un comportement complètement inhabituel de sa part. Je ne l'avais jamais vu agir ainsi et je ne l'ai jamais vu depuis. Rien ne semblait en désordre dans l'appartement, mis à part un petit détail. La préparation pour gâteau que j'étais en train de regarder avait disparu. Je l'ai cherché partout, en vain. Autre détail bizarre, nous étions tous en pyjama au réveil, sauf mon plus jeune. Il portait le jean et le t-shirt qu'il avait la veille. Ni moi ni mon mari ne l'aurions mis au lit ainsi. Et aucun de nous ne se souvient avoir enfilé un pyjama ou avoir fait quoi que ce soit d'autre après avoir ri de sa remarque sur la vidéo. On était déjà en retard pour le travail et on a tous les deux appelé pour dire qu'on était malade. On a passé la journée à parler de ce qui s'était passé et à tenter de comprendre. À un moment, il m'a demandé si j'avais senti la noix de coco au réveil. Et on n'a jamais trouvé l'origine de cette odeur.
Dans les commentaires, l'OP explore plusieurs pistes avec les autres redditeurs qui vont de l'empoisonnement au monoxyde de carbone à la possibilité qu'ils aient été drogués par des cambrioleurs en passant par l'abduction par des extraterrestres ou encore par un simple glitch dans la matrice. Il me reste une dernière histoire à vous raconter, mais cette fois, c'est l'un ou l'une d'entre vous qui l'a partagée. Et surtout, elle n'a rien à voir avec un bug dans la matrice. Il s'agit de l'histoire d'horreur en 2 phrases qui a reçu le plus de likes sous ma vidéo dédiée à ce subreddit. Elle a été écrite par Albert Camus 9912. Un cahier inquiétant traîne sur ma table. Il ne contient qu'une seule phrase écrite de ma main. Aujourd'hui, je vais tout noter pour ne plus jamais oublier. Excellente, perso elle me fait penser au film Memento. Il y en a plein d'autres très cool que vous avez partagés sous la vidéo et je prévois de les explorer dans un prochain live des Insomniaques. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch si vous aimez le streaming nocturne. Voilà, je ne sais pas encore si je ferai une partie 4 à cet iceberg, mais si la vidéo vous a plu, laissez-lui un petit like, un commentaire et n'hésitez pas à la partager. Sur ce, je vous envoie des petits cœurs comme un bisounours et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.